toutes et à tous, merci d'écouter ce nouvel épisode de Parole 2 par AC Press. Dans le cadre du forum World of Concrete Europe, organisé sur le salon Intermat 2024, Frédéric Luzicki, directeur de la revue Béton le magazine, a animé un débat consacré à la construction hors site en béton. Autour d'une table, il a reçu et interrogé 4 experts du domaine. Nous vous proposons de revivre cet échange comme si vous y étiez. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus assister à cette nouvelle conférence organisée dans le cadre du World of Concrete Europe. La thématique du jour est la construction hors site en béton. Qu'est-ce que c'est? Donc on va essayer de débattre autour de ce thème particulier. Qu'est-ce qu'elle apporte? Quels sont ses freins? Est-ce qu'elle améliore la décarbonation du secteur de la construction? Donc pour parler de ce thème, donc j'ai 4 invités. Cécile Beaujolin, qui est la déléguée générale de la filière hors site, une nouvelle association. Jacques Manzoni, directeur général de la Fédération de l'industrie du béton. Monsieur Lionel Moranval, président de la société Muance, société spécialisée dans la construction hors site. Et enfin, Michael Carvalho, le directeur de Prega 27, filiale de GA Smart Building. Donc avant de commencer, je propose que mes invités se présentent chacun à leur tour, présentent un petit peu les associations et les entreprises qui représentent. Je vous passe la parole, Cécile, pour commencer. Bonjour à tous, ravi d'être là. Alors, je vais vous présenter rapidement l'association. En fait, elle a été créée il y a quelques semaines, presque, mais ça fait 18 mois qu'un certain nombre y travaillent. C'est une initiative qui est partie d'aménageurs, de gens qui ont la main sur la commande publique. Donc, la Société du Grand Paris, Société des Grands Projets, Grand Paris Aménagement et Immobilière 3F, qui est un des grands bailleurs sociaux en France. Donc ils se sont aussi rapidement mis avec l'ordre des architectes et ils ont fondé ensemble cette association filière hors site France. On va revenir sur les enjeux, mais l'idée c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs de la filière de la construction pour prendre le virage du hors site. Ça semble facile à dire, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué à réaliser. Il y a un enjeu limite sociétal en France qui est de débloquer la capacité à construire. On est en crise du logement, on a des enjeux très forts et la conviction des fondateurs, c'est que ça va passer par le hors-site. Voilà. Merci Cécile. Jacques, je vous laisse continuer puisqu'on reste dans les associations. Ok. Bonjour à tous. Donc Jacques Manzoni, je représente la Fédération de l'industrie du béton. On regroupe nous des entreprises qui fabriquent en usine des produits et des systèmes destinés aux bâtiments, aux travaux publics et au génie civil, préfabriqués en béton. On s'inscrit complètement dans la logique du hors-site, bien évidemment, et depuis longtemps. C'est quelque chose c'est quelque chose qui n'est pas récent chez nous, bien sûr. C'est l'ADN de notre fédération, c'est la préfabrication en béton. Et donc, on s'inscrit totalement dans une logique de hors-site également. Vous dire également qu'on représente à peu près, c'est un secteur de 460 entreprises, 700 sites de production dans toute la France, ce qui veut dire un fort maillage territorial, avec un process industriel très poussé dans nos entreprises aussi. On s'appuie sur un centre technique qui s'appelle le CERIB, le Centre d'études et recherche de l'industrie du béton. Et donc, on est en capacité, bien évidemment, de répondre à tous les enjeux aujourd'hui environnementaux et sociétaux liés à la construction dans sa globalité, d'accord. Et c'est dans cette thématique aujourd'hui, nous, la fibre, on développe une campagne sur le bon calcul, à savoir le bon calcul pour construire dès aujourd'hui et demain avec des solutions préfabriquées en béton. Merci Jacques. Côté industriel, donc nous avons 2 industriels. Donc Monsieur Moranval, je vous laisse présenter très rapidement Muance. Muance, c'est une jeune société dont l'ambition est d'apporter un confort de vie au plus grand nombre, en construisant des bâtiments durables, abordables et évolutifs. Et pour ça, on a développé notre propre solution constructive, basée sur des matériaux de dernière génération, donc des bétons qui sont bas et ultra bas carbone, des isolants biosourcés, une industrialisation qui est basée sur l'optimisation des ressources et la répétabilité, et le jumeau numérique. Et grâce à tout ça, ça nous permet de construire des bâtiments collectifs de R+3 à R+5 pour le secteur des logements sociaux. Voilà. Merci. Et Michael Carvalho, donc quelques mots sur Prega Normandie et sur le groupe GA, s'il vous plaît. Bonjour à tous.
Michael Carvalho, directeur de Prega 27, en charge du développement du commerce national. Je représente donc Prega 27, une des entités du groupe GA, qui est un promoteur constructeur, un jeune promoteur constructeur de 150 ans d'existence aujourd'hui, qui a pour particularité d'avoir 9 usines sur le territoire, 3 qui sont sur l'industrie du béton, 3 sur la partie bois, construction 2D et 3D bois, une sur le traitement d'air et une dernière usine sur la charpente métallique. À travers toutes ces usines, on a un modèle constructif qui est basé sur l'intégration verticale, où on maîtrise l'ensemble des savoir-faire pour un clos couvert réalisé dans un délai très contraint. Merci, et je vais me présenter aussi. Donc, je suis Gluziki Frédéric et je suis le rédacteur en chef de la revue Béton Magazine. Donc, première question concernant la construction hors site. Je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez me définir qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par construction hors site et qu'est-ce qui la différencie finalement de la préfabrication telle qu'on l'entend aujourd'hui? Madame Beaujeanlin, je veux bien que vous commenciez. Alors, qu'est-ce que c'est que le hors-site? L'association elle a retenu une définition qui est extrêmement simple. Ce qui est du hors-site, c'est ce qui n'est pas produit sur chantier. On peut pas faire beaucoup plus simple, mais il y a derrière l'idée d'industrialisation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'aller vers l'industrialisation. Alors pourquoi? Je vais aller sur le sens et puis après j'irai sur la définition plus précise. Quand on fait hors-site en usine, on a des avantages sur des délais de chantier, sur de la qualité de vie au travail. On a aussi des possibilités de travailler sur l'environnement. Ça, c'est un premier élément. Quand on industrialise, on arrive aussi à travailler sur la qualité et sur la performance. Et c'est ça qu'on veut aller chercher, en fait. Voilà. Donc, ce qui n'est pas produit sur chantier et qui permet l'industrialisation. Après, tout matériau, tout procédé. Là, on ne peut pas être plus ouvert. Je crois que c'est plus l'objectif, en fait, que le moyen là, qui est recherché. Il y a quand même une classification qui a été retenue par l'association et qui a fait l'objet d'ailleurs d'un groupe de travail avec l'ensemble des représentants de filières de la construction. On va parler de 1D, de 2D, de 3D et de PODS. Donc le 1D c'est poteau-poutre, c'est assez simple. Le 2D c'est tout ce qui est plancher, refend, tout ce que vous voulez. Le 3D c'est du modulaire qui sort d'usine en modulaire. Et puis on va ajouter des PODS, donc des salles de bain, un certain nombre d'éléments qui viennent se pluguer sur l'ensemble. Voilà la définition du hors-site par l'association. Merci. Jacques, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que les industriels du béton s'inscrivent tous dans la construction hors-site? On s'inscrit bien naturellement dans la construction hors-site, d'une part. On est adhérent à l'association et on est l'un des premiers adhérents en tant que fédération aussi. Troisième élément, dans les entreprises de notre secteur, l'ADN, c'est bien sûr le process industriel, la certification. Beaucoup de produits sont certifiés, d'accord, avec une marque NF notamment. On est vraiment dans une logique du sur-mesure aussi, d'industrialisation, de qualité. De qualité et donc on est véritablement, on répond complètement à ce que vient de préciser ma voisine Céline sur les atouts du hors-site et de la préfabrication. Voilà, on a donné par le hors-site, on a peut-être vulgarisé aussi. Moi, je rappellerai quand même que le hors-site, ça concerne bien évidemment l'ensemble du secteur de la construction. C'est pas que le secteur du bâtiment, parce que c'est le secteur des travaux publics et du génie civil. Okay, et donc, on est vraiment dans cette logique d'industrialisation et de certification et de qualité des produits qui sortent. Et bien sûr, avec une fonctionnalité aussi. Chez Muan, je pense que vous inscrivez davantage dans ce qu'on va appeler la 3D et le PODS. Oui, nous, c'est la 3D. En fait, l'objectif, c'est d'industrialiser au maximum et de verticaliser tout ce qu'on peut. Donc, l'idée, ça va être en usine, en fait, d'intégrer l'ensemble des composants pour sortir finalement des parties de logement qui vont nous permettre ensuite, à 85%, d'avoir des logements finis qu'on va assembler avec les 15% restants. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, premièrement, ça va nous permettre de jouer sur la qualité des ouvrages, sur la rapidité, sur la maîtrise des coûts, sur la pénibilité dans le travail. Et c'est tous ces éléments-là qui font, à mon sens, l'intérêt du hors-site. Et c'est peut-être la continuité de ce qu'on a vu dans la préfa, puisque la préfa, ça dure depuis un certain nombre d'années. Le hors-site, finalement, c'est qu'une continuité, à mon sens, de la préfabrication en verticalisant plus ce qu'on faisait avant.
Voilà. Et côté Prega, vous inscrivez dans quelle définition de la construction hors site aujourd'hui ? Je dirais qu'on est complémentaire avec Nuance, c'est-à-dire que notre modèle aujourd'hui, il est construit sur le fait de intégrer et penser l'ensemble du bâtiment à travers une maquette numérique et d'aller intégrer l'ensemble des matériaux sur le process à travers l'ensemble de nos usines et d'aller maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur avec une forte présence de la sécurité qui est beaucoup plus simple à maîtriser en usine et la maîtrise de la qualité qui vient compléter le schéma pour avoir une garantie de délai et d'exécution finale. D'accord. Merci Michael. Donc nous en savons peut-être, j'espère, un peu plus sur la définition de la construction hors site. Je propose de réserver à la fin un temps de questions-réponses. Et donc, seconde question, moi, qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire aujourd'hui, quels sont les facteurs qui vont favoriser le développement de la construction hors site en France ? Et à contrario, mais quels sont les freins également aujourd'hui ? Peut-être, Michael, si vous pouvez continuer sur ce sujet. Ce qui va aujourd'hui favoriser le développement du hors-site, c'est la présence des associations qui va représenter en fait nos métiers et nos capacités, nos savoirs, le fait que les échanges se produisent entre les différents acteurs pour offrir des solutions clairement exposées aux clients et que la solution soit connue, va faire que le marché va prendre le parti d'aller vers ce mode constructif. Et c'est d'abord le marché en fait qu'il faut convaincre pour qu'on puisse s'exprimer pleinement, quoi. D'accord. Est-ce que chez Nuance, vous considérez aussi que ce développement de la construction hors site va passer par quoi ? Alors il y a 2 points au niveau de l'accélérateur. Pour moi, ce sera avec les architectes et les maîtres d'ouvrage. Premièrement, parce que à la différence d'une construction traditionnelle, l'architecte fait sa conception et ensuite on la fait réaliser. Le problème dans la construction hors site, c'est qu'il y a des spécificités qu'il faut intégrer dès le départ. Ces spécificités, ça peut être associé à des tailles, tout simplement, parce qu'ensuite on va transporter. Si on transporte, ça veut dire qu'il y a un camion. Ensuite, on est limité à des gabarits routiers, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est un premier frein. Deuxièmement, la technique constructive utilisée. Donc ces spécificités, il faut qu'elles soient prises en amont. Donc il y a un vrai travail en fait de collaboration à avoir et de prescription à avoir avec les architectes, les maîtres d'ouvrage, l'ensemble des acteurs, pour que finalement ces solutions elles puissent être directement prises en compte avec leurs spécificités pour qu'ensuite elles puissent être industrialisées. On ne peut pas industrialiser quelque chose dont les spécificités n'ont pas été intégrées auparavant. Donc ça va être vraiment l'enjeu pour le futur, c'est-à-dire arriver à faire en sorte que les spécificités industrielles soient intégrées dans les phases de conception architecturale. Et c'est ce qui nous permettra demain de travailler beaucoup mieux, avec beaucoup plus de réactivité et peut-être beaucoup plus rapidement, justement, dans les constructions. Michael Carvalho a précisé justement que les associations, les fédérations sont là pour ça. Donc la nouvelle filière hors site va largement aider à ce développement, je suppose. Je vais peut-être compléter, je vais répondre, mais je vais compléter un tout petit peu. Moi, ce que je comprends des besoins, c'est il y a à sécuriser une commande. Parce que les industriels doivent investir derrière, il faut qu'ils aient un minimum de visibilité. Donc ça, c'est un des champs d'action prioritaires de l'association, c'est d'embarquer les maîtres d'ouvrage. Donc il y a déjà eu une charte qui a été signée fin d'année 23. Il y avait dedans SNCF, RATP, les grands aménageurs qui s'engagent d'ici 2031 à avoir plus de 50% de leur production hors site. Il faut continuer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait d'autres qui s'embarquent, et notamment les bailleurs sociaux. Je pense que c'est un point important. Donc sécuriser la commande, ça c'est le premier point. Il y a aussi des sujets techniques. En fait, il y a plein de freins en ce moment qu'il faut qu'on arrive à lever. Il y en a un autre sur la commande publique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien comment passer une commande publique adaptée dans le cadre du hors site. Il faut qu'on trouve. Il y a aussi des questions assurantielles, réglementaires, techniques. Moi, ce que je comprends, c'est que quand il faut déposer un ATEX, c'est long, c'est compliqué. Et puis, le chantier d'à côté, une autre entreprise, faut redéposer un autre ATEX, même si c'est le même sujet, ce qui est un peu idiot. Donc, il y a des sujets de simplification et il y a des sujets réglementaires qu'il faut lever et qui sont importants. Mais je dirais que le premier enjeu, c'est la méconnaissance, le manque de connaissances, l'incompréhension, en fait. Ça a été bien dit là, c'est-à-dire qu'il faut convaincre, il faut expliquer aux maîtres d'ouvrage et à toute la chaîne
ce que c'est que de travailler en format hors site. Et c'est ça, l'un des enjeux de l'association, ça va être de travailler là-dessus, d'expliquer à cette filière comment elle doit travailler sur le hors-site. Il y a plein de démonstrations intéressantes, il y en a plein, d'aller les chercher, puis d'arriver à convaincre tout le monde que c'est comme ça qu'il faut travailler. J'avais un petit peu une question complémentaire. Je me posais aussi la question de savoir, est-ce qu'il ne faut pas que la commande publique, en tout cas le décisionnaire, le promoteur, soit associé très en amont avec l'industriel du béton et que celui-ci soit pas en bout de chaîne pour répondre en dernière minute à un appel d'offres. Jacques, peut-être Oui, moi je crois beaucoup d'une part aux actions de prescription, mais aussi au changement d'habitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage font des copier-coller de solutions. Et la solution préfabriquée n'est pas majoritaire. Contrairement à des pays européens dans lesquels on assiste à une présence beaucoup plus importante de la préfabrication ou du hors-site. Premier constat. Deuxième constat, une insuffisance de compétences ou un manque de compétences. Prenons le cas de la commande publique. Aujourd'hui, les services techniques des collectivités locales, s'appauvrissent en techniciens, en personnes qui savent écrire des cahiers d'échange. À tel point que nous, parfois, on accompagne des collectivités pour écrire à 4 mains certaines clauses de cahiers d'échange. Troisième aspect. Quatrième aspect aussi, c'est que, bien évidemment, on a des majors qui, en France, ont fait le choix de développer d'autres solutions que de la préfabrication. Ce qui me surprend toujours, c'est quand vous voyagez, vous voyez ces majors qui sont en Asie ou qui sont au Moyen-Orient, qui développent la préfa, qui développent le hors-site, et en France, qui vont développer d'autres solutions, mais parce que le business model, ça veut dire qu'ils doivent le changer également. Donc là aussi, on est dans une évolution, là je reviens sur ce que disaient les interlocuteurs, c'est une évolution de paradigme dans l'enjeu de la construction. On doit la faire évoluer, et on en parlait tout à l'heure aussi avec Michael, on est probablement dans une phase de mutation. Il ne faut pas rêver, on ne va pas passer... Aujourd'hui, le hors-site représente à peu près, ou la préfa représente 15% de l'ensemble du secteur de la construction, à peu près, on va dire ça, à la louche. On ne va pas passer à 50% demain. Il faut en être conscient. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essaimer, on doit convaincre, parce que, on verra tout à l'heure, il y a tellement d'atouts pour, d'une part, sécuriser les chantiers, le personnel, avantager, réduire les nuisances, etc., que la préfa présente tous les atouts, d'accord, comme solution d'avenir. Voilà. D'accord. Et je voulais justement donner aussi la parole à Michael, parce que vous êtes intégré dans un groupe qui est plus gros, la préfabrication, et bien une des constituants du groupe GA. Est-ce que pour vous, c'est plus facile, quelque part, de développer la construction hors site, de par l'organisation même de votre groupe ? Alors, je voulais juste reprendre un petit peu ce qu'on entend là. On pourrait le regrouper sous 2 termes, en fait. Il y a communication pour convaincre et anticipation pour apprendre à construire hors site. C'est ce que j'entends moi à travers le discours de chacun. Il y a une vraie force qui doit se fédérer autour de l'enjeu hors site. Et cette force, quand elle sera clairement exprimée, il va y avoir une mutation de marché qui va se faire naturellement. Les investissements vont se déclencher parce que les volumes vont être là, en fait. Aujourd'hui, on représente entre 10 et 15% sur l'organe préfabrication, même pas hors site, préfabrication. Le hors site, je dirais plutôt qu'il représente 1%, et encore, il y a quelques arrondis au passage de l'acte de construire. Aujourd'hui, GA il est précurseur depuis plus de 50 ans dans cette démarche, et on voit que à nous seuls, on n'a pas réussi à percer le marché et à convaincre. Donc c'est la fédération de l'ensemble des acteurs qui va faire que on va être en capacité de modifier l'approche. Peut-être réagir sur 2 points. On a parlé d'objectivation. Enfin, je pense qu'il y a vraiment besoin de convaincre, et convaincre, ça passe par avoir des indicateurs et des éléments sur lesquels tout le monde va être d'accord. Il y a un petit job là quand même à faire, hein, parce qu'on part sur une base où on n'a pas forcément ces données-là, où il va falloir les construire. Alors on en a sur l'empreinte carbone, on a un certain nombre d'éléments là-dessus, mais on a parlé de plein d'autres choses en fait. Hein. On a parlé de qualité de vie au travail, on a parlé de performance, on a parlé de quantité de matériaux, etc. C'est des sujets sur lesquels, et puis emploi aussi, emploi sur les territoires.
c'est pas forcément des sujets sur lesquels on a des indicateurs, et quand on va vouloir comparer avec la méthode traditionnelle, je pense que même sur le traditionnel, ces éléments-là n'existent pas. Donc on a un sujet de conviction et d'arguments et de discours à tenir qui est hyper important. Après, je voudrais juste dire que le gouvernement, lui, évolue, moi je trouve, beaucoup sur les derniers mois. Il y a eu des annonces successives qui ont été faites et qui aujourd'hui, je pense qu'il y a un gouvernement qui a envie que ça avance et qui va donc être à l'impulsion, et ça c'est extrêmement important parce que je pense qu'on en a besoin dans le moment où effectivement il faut arriver à ce que, encore une fois, la commande soit là, mais aussi que les industriels se développent et arrivent à mailler le territoire. Juste un point complémentaire. Je pense beaucoup, et nous on est fortement engagés, nos industriels sont fortement engagés dans le développement du BIM et du dictionnaire de données. Ces éléments-là devraient également favoriser la construction en site. Ça veut dire concevoir avant de construire, ça veut dire anticiper la construction. Voilà, la construction industrialisée. Ça ouvre ma seconde question, de manière plus large, de dire finalement on est dans l'industrialisation du secteur de la construction et du secteur du béton. Est-ce que c'est pas là aussi le grand progrès à faire, Monsieur Moranval, peut-être? Nous, on a pris le pari de l'industrialisation dès le début, en fait. Muance, c'est parti d'une page blanche. On a défini une solution constructive avec la volonté de l'industrialiser au maximum. Donc c'est très différent d'autres acteurs qui finalement prennent une solution et disent on va l'industrialiser. Nous, on a fait l'inverse. Donc du coup, on a énormément travaillé sur la répétabilité des composants. Pas la standardisation, mais la répétabilité des composants. On ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des logements dans tous les sens avec la créativité de l'architecte, non. Ça veut dire que les éléments se répètent. Donc on a défini des tailles de modules spécifiques, des tailles de murs spécifiques, des manières de construire spécifiques. Et ces spécificités, ça nous permet, d'optimiser les quantités de matière finalement dans ce qu'on va fabriquer. Et deuxièmement, d'utiliser des outils qui nous permettent de gagner du temps et ensuite assembler des modules avec une certaine qualité. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est vraiment aller dans de la chaîne de production. Et aujourd'hui, sur la partie clos couvert, on a vraiment une chaîne de production qui se met en place, qui fonctionne comme une usine automobile où on fabrique les éléments et ensuite on va les assembler. Et nous, c'est ça qu'on a vraiment cherché à faire pour vraiment aller plus vite et maîtriser ce qu'on fait. Alors après, ça veut dire aussi qu'on s'est limité sur certains marchés. On ne peut pas tout faire, mais ça, c'est des choix stratégiques qu'on a décidés. Voilà. Chez Prega, c'est un peu pareil, ou vous allez encore plus loin aujourd'hui? On parle également, on va dire, d'industrie 4.0. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Aujourd'hui, l'industrialisation, c'est l'ADN de GA. Les usines sont en place depuis les années 70, continuent à se développer avec le développement interne et de l'acquisition externe. La division Savoie qui a rejoint le groupe il y a maintenant 5 ou 6 ans vient compléter en fait l'offre multimatériaux. Donc c'est une approche globale. Vous parliez et vous évoquiez tout à l'heure l'approche BIM. Depuis les années 2000, on dessine en 3D pour aller penser, et c'est un outil de travail, c'est pas un outil commercial. C'est-à-dire que de la phase commerciale jusqu'à l'exécution, c'est la même maquette qui suit le bâtiment. Chaque élément est dessiné avec son identité et la maquette est livrée au client derrière, qui est un outil de SAV derrière. Donc on va très très loin dans le process avec des ERP qui sont en place sur les usines, avec un engagement sur le planning, une maîtrise de l'outil qui est faite à travers la démarche commerciale où on va engager l'outil dans la durée. Quand on s'engage, on garantit le délai puisqu'on a déjà mobilisé l'outil sur nos plannings. Et un suivi qui va jusqu'à le collaborateur qui est exécutant, qui réalise, qui est tracé dans l'outil, puisque chaque phase est observée dans nos usines en temps réel. Donc on a une maîtrise globale qui fait que notre gamme tarifaire aujourd'hui, elle est tellement maîtrisée qu'on est en train d'abaisser nos coûts de production et ça va être aussi un des vecteurs qui va nous permettre d'entrer dans le marché de manière plus incisive, quoi. Est-ce que le fait de travailler dans une usine, à l'abri, hors des intempéries, permet aussi de favoriser la qualité, d'être encore plus qualitatif que ce qui se fait sur chantier? Je ne veux pas dire que ce qui se fait sur chantier n'est pas qualitatif, mais il y a aussi une meilleure maîtrise finalement de fait, on est à poste, on fait des tâches un peu répétitives, mais est-ce que ça améliore aussi la qualité du produit?
Évidemment, puisqu'on est en capacité de former les collaborateurs, d'intégrer les collaborateurs d'une manière qui est un peu différente, avec un maillage local et du tissu local. On fait partie des associations et des... Alors, je vais encore utiliser l'ancien mot pour l'emploi, parce que je commence à être d'une génération un peu différente. Mais on est acteur local, on est capable de capter des collaborateurs en devenir, de les former avec un process et d'avoir une qualité qui est suivie en tâche par tâche. C'est-à-dire qu'on va garantir l'exécution, non pas sur l'ouvrage final, mais sur chaque élément et chaque avancée de poste. Ce qui va amener à une sécurisation du produit fini et garantir l'avancement du chantier. L'organe sécurité également est mieux maîtrisé puisqu'on a une étude de poste et à travers la manière de faire, on va adapter les postes, les outils, les formations pour garantir la sécurité de nos collaborateurs. Est-ce que c'est pas là le véritable argument, Jacques, de l'industrie du béton au sens large et de la construction hors site en particulier ? Oui, c'est la qualité des ouvrages réalisés à destination de marché. Effectivement, comme vient de le dire Michael, hein, on est dans aussi bien dans la qualité parce qu'on passe par des bureaux d'études, donc on va optimiser le process, on va réaliser la pièce qui convient, ce qui va réduire également dans le cas de process industriels en usine, on va faire une économie de ressources. Je pense souvent, on parle souvent du bâtiment, mais dans d'autres sujets, on estime que dans certains cas, quand on venait dans une démarche de préfabrication, l'économie de ressources est estimée à 30 à 40% de moins que sur des solutions concurrentes. Là aussi, aujourd'hui, quand on évoque ça, c'est important. Deuxième élément, c'est aussi la rapidité du chantier. C'est-à-dire que on va avoir une logistique chantier, donc une réduction des nuisances pour amener les éléments sur le chantier, etc., etc. Et là, on revient sur les qualités. Tout cela démarre du bureau d'études, de la commande, du bureau d'études, de la maquette qui peut être réalisée, bien évidemment, et puis le process de production avec une optimisation industrielle, avec une qualité industrielle aussi, et qui va ensuite sur le chantier. Non, je pense que pour les investisseurs, pour les maîtres d'ouvrage, cette question de la qualité, de l'absence de levée de réserve, enfin de réserve plutôt, et le fait que derrière il n'y ait pas de dommage d'ouvrage, qu'il n'y ait pas tout ça, c'est un élément essentiel en fait de la démonstration de l'intérêt du hors-site. Et c'est là où les démonstrateurs sont hyper importants parce qu'ils démontrent justement que il n'y a pas besoin de réintervenir et que on a une vraie qualité de l'ouvrage une fois livré. Merci. On s'approche de la fin de ce débat, donc j'ai encore une dernière grande question. On a parlé tout d'abord au début de décarbonation, de béton bas carbone. Et je veux savoir, est-ce que la construction hors site est une réponse à la décarbonation du secteur de la construction, d'une part? Est-ce que c'est aussi une réponse à la RE 2020? Et enfin, qui dit aussi fabrication d'usine permet finalement la mixité des matériaux. Je voulais savoir justement où ça en était et quels étaient un peu les arguments là-dessus. Monsieur Carvalho, peut-être, pour commencer? La décarbonation, aujourd'hui, fait partie de nos axes de développement. On a aujourd'hui sur nos usines béton une réalisation qui est faite à moins 12% carbone depuis 2021 avec l'entrée des CM2, des ciments CM2, sans rentrer trop loin dans la technique. C'est des ciments qui sont moins carbonés, donc de fait, la formulation béton a été également adaptée pour aller chercher de l'optimisation carbone. Et en septembre, on va passer sur des CM4 qui vont nous amener sur un moins 30% carbone. On a, avec cette arrivée des CM4, la première vraie génération des nouveaux ciments qui sont non plus à base de laitier, mais avec des argiles calcinées, qui sont vraiment en rupture technologique avec ce qui se faisait de manière historique dans l'industrie du béton. C'est un premier virage. Il y aura encore des développements qui vont nous permettre d'aller faire dans le début du processus. On a des grands pas qui se font, moins 10%, moins 30%. Et les avancées vont être un peu plus lentes sur la suite, mais vont continuer à permettre d'aller enlever cette épine du pied, en tout cas celle du béton, c'est son poids carbone, qui est un frein. Mais on a aussi un axe de travail qui est fort, c'est d'aller chercher
pluralité des matériaux et la complémentarité des matériaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller mettre le bon matériau au bon endroit. Le bois a des propriétés, le béton a des propriétés, l'acier en a d'autres. Et c'est ensemble qu'on va réussir à construire sous un nouveau modèle. J'ai eu la chance de visiter l'usine Muance et j'ai remarqué que la mixité des matériaux chez Muance est tout à fait réelle entre les parties structurelles, les parties isolantes, béton de bois, etc. Comment ça se passe chez vous concrètement et pourquoi ces choix? Nous, on a fait ces choix parce que on veut très rapidement arriver à être neutre en carbone, ce qui n'est pas forcément évident avec du béton. Donc il y a à la fois les choix sur les matériaux qu'on a fait. Nous, les bétons qu'on produit sont extrêmement durs à produire. On est les seuls de toute façon à les produire. Donc c'est des bétons notamment pour les murs qui sont 3 fois plus légers que les bétons standards. Il n'y a pas de sable, pas d'agrégat, il y a une réaction chimique qui est faite et qui permet d'atteindre le poids de ces bétons. Donc ça c'est un premier élément parce que dans l'empreinte carbone, il y a certes le carbone qui est apporté par le ciment, mais il y a aussi tout ce qu'on met pas. Donc il a fallu travailler sur tout pour enlever le maximum de matière possible dans ce qu'on produit. Donc vous parliez des matériaux, bah oui, on va utiliser du béton pour les éléments structurels, un béton standard mais bas carbone. On va utiliser des techniques de précontrainte. On va utiliser de l'acier aussi pour la justesse, parce qu'il faut que tout soit bien aligné ensuite. Donc à ce moment-là, on va faire rentrer des éléments, des composants métalliques de liaison. Et puis on va utiliser également pour tout ce qui est isolation, forcément du biosourcé. Et c'est ces choix de matériaux qui ont été faits pour justement bénéficier au maximum de la qualité des matériaux. Et enfin, pour basculer de 3 étages à 5 étages, ben dans ce cas-là, les murs ils seront plus en béton, ils seront en bois, ce qui va nous permettre de gagner la légèreté de ce matériau pour atteindre les R+5, tout en maîtrisant tout ce qui est protection au feu, durabilité des matériaux dans les étages inférieurs qui, eux, seront réalisés en béton. Donc on a vraiment cherché à tous les niveaux à utiliser vraiment le bon matériau. Le meilleur béton aujourd'hui, c'est le béton fibré à haute performance. C'est ce qu'on utilise sur les façades. Pour un architecte, il n'y a rien de plus beau qu'utiliser ce type de béton-là. Vous le matricez, vous en faites ce que vous voulez, c'est magnifique. Et bien on utilise ce béton-là pour les parements de façade. Voilà, c'est des choix qui ont été faits, mais nous on a la chance d'être parti d'une page blanche. Donc on a finalement pioché là où on voulait pour construire cette solution constructive et réellement sortir un produit qui soit, pour nous en tout cas, le plus optimisé possible dans le choix des matériaux et dans les quantités matières. Il faut savoir que dans un module, un module en béton, il est sur un camion plateau standard. Je vous modifie de vous trouver un camion qui porte un module béton aujourd'hui sur un camion plateau standard. Il n'y en a pas. Nos modules ils sont beaucoup plus légers, on a 30% de matière en moins, rien que sur les dalles. Voilà. Donc le bon matériau, bon endroit. Exactement. Et Jacques, par rapport aux industriels du béton de manière large, est-ce que la bascule aussi est faite progressivement vers davantage de mixité? On est d'accord que c'est la fédération de l'industrie du béton, mais visiblement, elle s'ouvre également. Oui, alors, juste un point. Aujourd'hui, quand on fabrique, il y a 2 leviers pour réduire l'empreinte carbone des solutions préfabriquées en béton. Un, le process industriel, donc l'usine. On peut jouer d'abord sur ça. Et deuxième point, bien évidemment, c'est sur le matériau, d'accord, sur le béton. Alors, il faut reconnaître aussi que on a nos fournisseurs qui sont engagés dans des programmes très lourds de décarbonation de leurs solutions et donc des lions. Je cite bien évidemment les cimentiers, qui ont aujourd'hui, pour chacun d'entre eux, des solutions qui visent à réduire l'empreinte carbone. Il existe d'autres solutions en développant des lions aussi, ou des additions minérales, bien évidemment. Et là, on est dans la recette du matériau. Ça, c'est le premier élément. Donc, saluons déjà l'effort de décarbonation lié à nos fournisseurs. Deuxième point, à la mobilisation de nos industriels sur la décarbonation. Effectivement, aujourd'hui, nos industriels, et notamment dans le domaine du bâtiment, développent des solutions décarbonées, d'une part via des solutions mixant, alors j'allais dire, des matériaux biosourcés. On parle du bois, mais il peut y avoir du chanvre, il peut y avoir du miscanthus, il peut y avoir du bois aussi, des bétons de bois aussi. Des granulats de bois en l'occurrence. Des granulats de bois, etc. Donc effectivement, et puis bien évidemment avec des solutions mixtes aussi. Et bien évidemment aussi, une autre façon de déconstruire, de décarboner un bâtiment, c'est
la conception même du bâtiment par une mixité de solutions, qui n'est pas attachée forcément à notre seule solution, mais à l'ossature, bois-béton, mixité bois-béton ou autre. Ça, c'est deuxième élément. Et puis, un autre élément aussi important de préciser, c'est que, rappelons-le, le poids carbone du matériau béton dans un ouvrage, pour la maison individuelle, c'est 15%. Pour un bâtiment collectif, R+3, c'est 30%. Ça veut dire qu'on fait bien sûr l'effort de décarboner. Ça suppose aussi que les autres corps de métier qui interviennent sur le bâtiment doivent décarboner également leurs solutions. Et que la vie en œuvre du bâtiment soit aussi décarbonée. Et même, bien évidemment. C'est bien, faut le rappeler aussi. Peut-être quelques éléments. La décarbonation, elle passe également. Alors, elle passe par les matériaux, mais elle passe aussi par le transport. Et ça, c'est un élément important parce que tout ce qui est fait en usine, en fait, on constate qu'il y a moins de transport. Et puis, il y a aussi la question des déchets. Et voilà. Donc, en fait, la décarbonation, elle passe par plusieurs axes. Et il faudra travailler l'ensemble de ces axes pour y arriver. Merci. Monsieur Carvalho, peut-être un commentaire encore ? Oui, ce qu'on voit, c'est qu'on a une page blanche devant nous et on a un pan d'innovation à écrire. On est au tout début de l'histoire, en fait. D'accord. Oui, peut-être pour enchaîner, je pense que là où on en est tous collectivement, c'est de se dire qu'on a quelque part un marché à conquérir. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Et que si on reprend ce qu'a fait Elon Musk, il a commencé par ouvrir complètement toute sa base de données, ses informations, etc. Et l'esprit dans lequel on est nous, c'est ça. C'est-à-dire que pour y arriver, il faut qu'on embarque tout le monde. Et donc, il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut qu'on fasse vraiment confiance à l'intelligence collective pour trouver des solutions et des moyens. Ce débat s'achève aujourd'hui. À présent, je voulais savoir s'il y avait des questions par rapport à tout ce qui a été dit. Oui, bonjour, merci pour toutes ces explications. On considère en général 1 mètre carré de construction équivaut à peu près à 1 tonne. Là, en préfa ou en hors site, est-ce que vous avez des chiffres? Par exemple, je pense en particulier à Nuance. Est-ce que vous pouvez nous donner une équivalence? Et puis, alors, d'une façon plus générale, dans un monde idéal, si je comprends bien, puisqu'il y a une économie de matière, qu'il y a moins de CO2, que pour l'emploi c'est tout de même préférable, etc., qu'il y a tout de même énormément d'avantages. On n'a pas parlé tout de même du prix, mais je suppose que c'est peut-être un prix relativement équivalent. Je ne sais pas s'il y a un surcoût. Mais dans un monde idéal, est-ce qu'il y a des contraintes, là pour le coup, techniques, physiques, pour que l'on atteigne, vous avez parlé de 50% pour certains acteurs, pour que l'on atteigne effectivement 70% ou 80%. Je suppose qu'il y a tout de même une contrainte, c'est le sous-sol, enfin, la fondation qui, lui, va poser peut-être des problèmes en préface, sauf si c'est une chaise sur pilotis, je sais pas. Merci. Donc déjà, nous, nos modules, ils font 12 tonnes et ils font à peu près 16 mètres carrés. Donc c'est un peu moins d'1 tonne par mètre carré, on doit être à 700. Et en CO2, aujourd'hui on n'a pas sorti l'analyse de cycle de vie, elle est en cours, parce que pour sortir l'analyse de cycle de vie et l'empreinte carbone, on a besoin réellement de finir les travaux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les premiers bâtiments qu'on sort, ils sont déjà conformes au seuil 2025 sans avoir intégré l'apport de l'outil industriel. Donc normalement, dès ce travail qui est en cours justement avec le CERIB, dès qu'on aura fini ce travail, normalement on sera déjà sur les seuils 2030. Si on parle tarif, aujourd'hui, nous, de toute façon, on est juste aligné au prix de la construction traditionnelle. Il y a 0 gain. Le gain, il est ailleurs, il faut le voir différemment. La réglementation, elle continue. Les années, elles vont passer. Nous, on est déjà sur les seuils 2025, voire 2030. Au moment où la construction traditionnelle va devoir atteindre le seuil 2030, nous, les prix, c'est ceux qu'on a aujourd'hui. Eux, ils vont peut-être augmenter. Donc, c'est ça qui va devenir intéressant, en fait. C'est que petit à petit, en fait, on va avoir les gains de la construction hors site, la construction industrialisée, on va les avoir dans le futur, parce qu'au fur et à mesure qu'il va falloir aller atteindre des gains finalement d'empreinte carbone, les usines, de toute façon, quand elles sont montées pour atteindre certains seuils. C'est pas pour les atteindre plus tard. Par contre, la construction traditionnelle va devoir se régler à ces futurs seuils en intégrant justement la complexité que ça va lui nécessiter. Et nous, on sait déjà que d'ici 2025, donc quand il faudra passer sur les prochains seuils, on sera minimum 15% en dessous de la construction traditionnelle. Et s'il faut atteindre les seuils 2030, on sera déjà 30% en dessous de la construction traditionnelle. Voilà.
Et parallèlement, nous, on va continuer à avancer, en fait. Le temps d'avance qu'on va avoir, il va être préservé. Et puis je voudrais faire un petit commentaire aussi, je dirais si je prends la construction hors site ou la préfabrication, de toute façon ça n'exclut pas des éléments qui seront de toute façon réalisés sur place, les fondations en particulier, où là elles sont difficilement préfabricables, même s'il existe des systèmes, mais en règle générale on va aussi associer la construction, mais cette fois-ci sur site. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, merci pour le débat qui est très, très enrichissant. Je me pose la question de savoir s'il y a des groupes de travail qui sont montés ou qui vont se monter pour imaginer des nouvelles méthodes constructives, notamment dans le génie civil, en utilisant au maximum ce que vous pouvez produire en usine. Non mais comment on construit un voile en préfabriqué, quoi. Aujourd'hui, quand vous évoquez un voile, c'est un voile d'un logement ou d'une partie d'un ouvrage d'art. D'un ouvrage d'art ou d'une gare, par exemple. Donc, aujourd'hui, si je prends l'entité que j'ai en charge, il y a 30% de mon chiffre d'affaires qui est généré par du génie civil. Aujourd'hui, quand vous avez un ouvrage mixte, charpente métal plus traditionnellement une travée de pont qui est réalisée sur place. Aujourd'hui, on vient faire des prédales qui sont uniquement clavetées sur les goujons. Moi-même, je suis issu du travaux public et j'ai migré vers le hors-site en début de carrière. Donc les solutions hors site dédiées au GC, on les a déjà développées, elles sont déjà en place, elles vont encore performer. Mais les murs de soutènement sont réalisés aujourd'hui en hors site parce qu'on vient leur apporter une touche architecturale et on est en train de sortir, d'accélérer également toutes les infrastructures, toute la construction des infrastructures est en train de s'industrialiser également. On sort du schéma du tout couler en place. D'une part par les savoir-faire, mais aussi par l'accélération des besoins. Aujourd'hui, une communauté de communes, une ville ou un donneur d'ordre a besoin d'avoir les infrastructures très rapidement à partir du moment où le décisionnel a été pris. Et ça, le hors-site vient y participer, vient collaborer à ça. Donc on développe les solutions en fonction des besoins. C'est vraiment le marché qui guide. Vous avez évoqué tout à l'heure le prix. Le prix, si on n'est pas en phase avec le marché, on vendra rien. Donc on est à minima au même prix. Et on va essayer d'aller chercher de la performance. Sur le GC, c'est les besoins qui vont créer notre développement. Et bien sûr, le contenu des cahiers des charges, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on est dans la thématique de la décarbonation dans les TP, est une réalité. Aujourd'hui, on n'a pas un cahier des charges où on ne demande pas, à minima, de connaître l'empreinte carbone de la solution. Je parle bien de l'empreinte carbone. Donc on est dans la décarbonation. On parle de la décarbonation des produits, et on parle également de la décarbonation du chantier. D'accord ? Ces deux éléments-là aussi, il y a aussi la décarbonation du chantier. Et on voit bien que, de par comme on l'a évoqué tout à l'heure, Céline, la réduction des flux éventuellement de transport, etc., va venir réduire également l'empreinte carbone du chantier. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous, dans notre secteur, mais je reviens à ce que disait Michael, c'est que nos industriels ont la capacité de répondre avec des solutions bas carbone dans le domaine du génie civil, de réduction de l'empreinte carbone. On a cette faculté, bien évidemment. Dans la manière de faire, mais également sur le chantier. Aujourd'hui, sur un chantier de génie civil, c'est très marqué. Vous avez beaucoup de moteurs thermiques qui tournent. Quand vous délocalisez la production en usine, on a l'énergie électrique. En France, on a la chance d'avoir du nucléaire qui est très présent. Donc c'est un gain qui est immédiat. Je voulais remercier tout le monde pour ce débat, d'avoir assisté. Merci à mes invités. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.